1958, le Maroc vit ses premières années d'indépendance et ses fondations sont encore fragiles. Deux acteurs manœuvrent pour prendre les commandes de l'appareil d'État. D'un côté le trône, tenu par le roi Mohamed V, qui peut compter sur son fils, le prince héritier Hassan II, à la tête des phares, et sur l'expérience redoutable de Mohamed Oufkir, son aide de camp. De l'autre, l'Istiklal, parti politique pilier de l'émancipation mené par des figures charismatiques d'Alal El Fassi et de Mehdi Ben Barka, qui composent le reste du gouvernement. Et au milieu, le RIF. Le Caire, 1960, Abdelkrim al-Khattabi, figure emblématique de la résistance rifaine contre les puissances étrangères et exilé au Caire depuis les années 40, reçoit la visite de Mohamed V. Le roi est venu consolider ses relations diplomatiques avec un monde arabe en pleine reconquête de sa puissance d'agir. Leur conversation sera sans détour. Qu'avez-vous fait au RIF? Demande al-Khattabi. On ne se révolte pas contre son souverain. Répond Mohamed V. Qui est ce souverain alors? Ils se sont révoltés contre le roi. Non, ils se sont révoltés contre la présence étrangère. 1956, le Maroc est indépendant. L'enjeu de l'État est l'unification du pays. Même frontières, même monnaie, même langue. L'Istiklal, le gouvernement commence son travail d'uniformisation. Ce parti décrit comme celui des élites citadines de Rabat envoie ses émissaires dans toutes les régions du royaume. Au même moment, la France alerte sur le sujet du RIF. Elle s'inquiète de l'influence que pourrait avoir l'armée de libération, force conséquente, estimée à 10 000 hommes, dans le soutien au mouvement indépendantiste algérien. Une intention très claire dans le discours des leaders rifins, qui pour certains ont trouvé refuge en Algérie lors des conflits des années 20. Pour eux, Istiklal au Maroc et Bourguiba en Tunisie dans leurs négociations avec la France ont trahi les accords du Comité de libération du Maghreb et abandonné l'Algérie. S'entament alors des négociations avec Mohamed V pour le désarmement ou l'intégration de la LR à l'armée régulière. Négociations minées par l'Istiklal qui néglige dans son assimilation les particularités de la région, historique et économique. Le RIF, pris en étau entre le mépris des leaders politiques de la capitale, les demandes de Mohamed V et la famine provoquée par une crise économique sans précédent et liée à l'indépendance, se soulève. Des ultimes négociations entre les têtes rifaines et le roi sont coulées par un gouvernement qui redoute que des concessions renforcent des pulsions indépendantistes. Une des rares conclusions communes de Ben Barka et du futur Hassan II qui prend l'affaire en main personnellement. Oufkir, soutenu par la force de projection de la France, mate fermement la révolte du RIF. Une page sombre dans l'histoire d'un Maroc nouvellement maître de son destin. On déplorera plus tard les conditions qui ont conduit à l'insurrection du RIF, mis sous pression par des conditions mal appréhendées. Hassan II parlera d'un manque de doigté de l'Istiklal et Aerdan, membre du parti à l'époque, dira dès 1958 « Nous avons été injustes envers le RIF. Le rifin qui ne défend que ses droits ne comprend pas pourquoi le gouvernement le renvoie, le caïd le pressure, le juge le condamne et le gouvernement ne le reçoit même pas quand il vient se plaindre arabe. » Sorti de l'épisode du RIF, les forces en présence ont changé. Le trône a assis son influence sur le royaume et Istiklal est fragilisé de l'intérieur par ses mouvements socialistes, panafricains et tiers-mondistes menés par Ben Barka. Sa sécession en 1959 ouvrira la page suivante de la lutte pour le destin du Maroc.